En 1766, dans la ville d'Abbeville, en France, il y a un jeune homme d'à peine 19 ans, un certain François-Jean de la Barre, qui a été torturé, puis carrément décapité. Oui, c'est une affaire assez terrible. Et ça s'arrête pas là, son corps a ensuite été jeté au bûcher. Une violence inouïe, ouais. Complètement. Et quand on entend ça, on pourrait logiquement se dire qu'il avait, je sais pas, commis un meurtre atroce ou comploté contre la couronne, hein. Ce qui justifierait la peine de mort à l'époque, en effet. Voilà. Mais non, pas du tout. Le crime qui a valu à ce jeune noble de perdre la tête, c'était un soi-disant sacrilège exécrable. Il avait notamment oublié de retirer son chapeau au passage d'une procession religieuse, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, il avait eu l'audace absolue de cracher sur une statue de la Vierge Marie. C'est vraiment un point de départ saisissant pour notre analyse parce que ça met tout de suite en lumière une réalité qu'on a totalement perdue de vue aujourd'hui. Ah ben aujourd'hui, un geste comme ça voudrait quoi? Un regard hyper réprobateur, ou pire, une petite amende pour incivilité sur la voie publique? Exactement. Mais dans ce contexte historique précis, c'était perçu comme une attaque métaphysique majeure, quoi. La profanation ultime directe. Bon, décortiquons tout ça, parce que cette histoire tragique soulève quand même une question vertigineuse sur notre propre corps. Je veux dire, comment un acte aussi physiologique, aussi banal et quotidien a-t-il pu porter une charge symbolique capable de justifier une exécution publique? C'est tout le paradoxe de cette pratique, oui. Et pour comprendre ça, on va faire une plongée dans un ouvrage vraiment exhaustif de Martin Menestier qui s'appelle Le Crachat. Beauté, technique et bizarrerie des molars, glavios et autres gluaux. Rien que le titre pose bien le sujet, hein. Ah, c'est sûr. Notre mission d'aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer les dimensions historiques et culturelles des crachats mentionnés par l'auteur depuis Néandertal jusque nos jours. Parce qu'avant d'être un truc dégoûtant qui rend les trottoirs collants, c'était en fait une question de magie pure. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est l'obligation pour nous de faire un énorme effort intellectuel pour oublier notre prisme médical moderne. C'est-à-dire. Eh bien, avant que la science ne découvre les bactéries ou les virus, les fluides corporels n'étaient pas du tout vus comme de simples sécrétions biologiques. La salive en particulier, c'était considéré comme une extension directe de l'âme humaine. Ah ouais, littéralement un bout de soi, c'est ça. C'était l'essence vitale de l'individu, mais rendue tangible à l'état liquide, en fait. Donc cracher sur cette statue de la Vierge au XVIIIe siècle, c'était pas juste la salir avec de l'eau un peu sale. Ah non, pas du tout. C'était projeter son âme corrompue directement sur le sacré. C'est fou. Et l'auteur montre bien que cette mécanique symbolique, elle fonctionne depuis l'Antiquité. Genre les Romains, quand ils capturaient les tout premiers chrétiens, ils exigeaient un reniement total de leur foi. Et ça passait par le crachat, justement. Exactement. Le captif devait cracher sur la croix. C'était pas juste signer un papier, c'était la preuve irréfutable que son âme rejetait son Dieu. Une preuve physique et spirituelle en même temps. Mais cette espèce de Faustenam, elle servait pas uniquement à profaner. J'étais complètement bluffé en lisant les passages sur la médecine antique. On parle de cerveau brillant, hein, Aristote, Pline l'Ancien ou Galien. Les grands piliers de la pensée, oui. Eh ben, ces gars-là soutenaient le plus sérieusement du monde que le crachat humain était un poison foudroyant. Ouais, c'est très documenté ça. Il y a même un médecin du XVIe siècle, Antoine Dupinet, qui raconte dans ses mémoires avoir vu des scorpions mourir instantanément, genre en convulsant sur le sol, juste parce qu'un homme leur avait craché dessus. C'est une image assez incroyable. Mais comment ils pouvaient croire à un truc pareil? Il y a un détail hyper spécifique, il fallait que l'homme soit, je cite, à jeun. Pourquoi à jeun? Ah, ça c'est super intéressant. Ça repose entièrement sur la fameuse théorie des humeurs. Celle qui a dominé la médecine pendant super longtemps. Oui, des millénaires même. L'idée, en gros, c'est que le corps produit des essences vitales. Et le matin, au réveil, avant même que la personne n'ait mangé ou bu quoi que ce soit, on estimait que ces humeurs étaient concentrées à leur paroxysme absolu. Donc non dilué par le petit déjeuner en gros. Voilà, c'est un distillat pur de la puissance humaine. Donc, face à des créatures considérées comme venimeuses ou impures, genre les scorpions, les serpents ou les grenouilles, cette concentration d'énergie, elle était censée agir comme un acide mortel. La supériorité de l'homme sur la bête par la toxicité. C'est tout à fait ça. En fait, pour l'humain de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, le crachat c'était une sorte de couteau suisse biologique. D'un côté, c'est une arme mortelle contre les démons et les venins, mais de l'autre, on s'en servait comme d'une super pommade cicatrisante. Ah oui, l'ambivalence est totale. Parce que la logique, c'est que si votre essence vitale est assez forte pour tuer un scorpion, elle est forcément assez puissante pour chasser la maladie, vu que la maladie était souvent perçue comme une attaque démoniaque. C'est hyper logique finalement dans leur système de pensée.
Complètement. Et on en a plein de traces dans les archives régionaux. En Bretagne, par exemple, la médecine populaire utilisait beaucoup la salive pour soigner les problèmes de peau comme les dartres. On appliquait directement l'âme liquide, si on peut dire, pour régénérer la peau malade. Et alors, en Irlande, ça allait encore un cran dessus. Les sages-femmes crachaient directement sur les nouveau-nés. Un geste de protection, oui. Non mais imaginez la scène aujourd'hui dans une maternité. Ce serait le scandale de l'année, la une des journaux. C'est clair. Mais à l'époque, c'était vu comme un véritable bouclier spirituel contre le mauvais œil. On transmettait sa force à l'enfant. Et cette idée de donner un bout de son âme, ça explique aussi plein de vieilles coutumes européennes, notamment commerciales. Les marchés aux bestiaux, par exemple. Les fameuses foires agricoles. Ouais. Pendant des siècles, t'avais pas besoin d'un avocat pour conclure une vente. Les maquignons se tapaient dans la main et, bim, ils crachaient sur le côté. C'est le fameux serment d'enfance, en fait. Vous savez, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, qu'on ponctuait par un crachat au sol. Ah oui, on l'a tous fait dans la cour de récré. Exactement. Et c'est l'héritage direct de cette sacralité. Parce que cracher après une promesse, c'est déposer physiquement un morceau de soi-même sur la terre. C'est une caution. La parole s'envole, mais l'empreinte reste. On engage sa matière corporelle pour prouver sa bonne foi. Et cette dimension métaphysique, on la retrouve même dans d'autres traditions. Le livre mentionne que pendant le Ramadan, certains croyants qui appliquent une lecture extrêmement rigoriste refusent d'avaler leur propre salive. Ils préfèrent la recracher régulièrement. Pour être sûr de ne rien introduire du tout, même ce que le corps produit. C'est fascinant. Mais du coup, si je suis bien la logique de l'auteur, vu que le crachat c'est une part de l'âme, l'expulser vers quelqu'un, c'est pas forcément une mauvaise chose à l'origine. Non, et c'est là que ça devient contre-intuitif pour nous. Bah oui. Parce que quand on lit les rapports des explorateurs européens du 19e siècle, c'est le choc culturel frontal. Le grand malentendu ethnologique classique. Ah bah c'est peu de le dire. En 1875, t'as l'explorateur allemand Georg Schweinfurth qui s'enfonce chez la tribu des Diowour en Afrique. Et là, il décrit une scène qui a dû lui donner des hauts le cœur. Les membres de la tribu, pour se montrer leur immense bienveillance, se crachent les uns sur les autres. Oui, c'est leur façon de se dire un bonjour très chaleureux. Et genre 30 ans plus tard, l'ethnologue James Thompson observe la même chose chez les Maasai. Sauf que là, j'avoue que j'ai du mal à concevoir le truc. Thompson raconte que pour un guerrier Maasai, il est jugé préférable de cracher sur une demoiselle plutôt que de l'embrasser. Oui, c'est une preuve de grand respect. Mais comment c'est possible? Je veux dire, dans des régions de savane où l'eau, c'est une question de survie, comment gaspiller sa propre corporelle peut devenir l'équivalent d'un baiser romantique? Eh bien, si l'on relie cela au contexte plus large, l'explication est justement dans la rareté de l'eau. L'auteur propose une lecture que je trouve superbe. Il dit que dans ces sociétés, le crachat, c'est littéralement un don à l'univers. Un don sacrificiel presque. Exactement. Vous êtes dans un milieu où l'humidité de votre corps est votre bien le plus précieux. La garder, c'est survivre. Donc, l'offrir à quelqu'un, vous délester de votre réserve d'eau pour humidifier l'autre, c'est l'acte de générosité absolue. Ah ouais, vu comme ça, c'est hyper beau. C'est une implication totale. Mais évidemment, l'explorateur européen qui débarque avec sa morale victorienne, il voit juste un manque d'hygiène. Alors que le Maasai, lui, il exprime un dévouement total. Ça prouve bien que le dégoût n'est pas inné, c'est un prisme culturel. Utilisation par les fluides, quoi. Mais cette belle harmonie du don à l'univers, elle n'a pas trop survécu chez nous en Occident. Dès qu'on commence à construire des villes denses et des cours royales, ça bascule complètement. Le crachat passe du sacré à un outil de domination hiérarchique. Oui, le vrai point de rupture, c'est la Renaissance. Parce qu'au Moyen-Âge, on vivait les uns sur les autres, donc cracher, c'était pas un drame. Dans les grands banquets féodaux, la seule vraie règle de bienséance, c'était de viser sous la table, dans la paille. Fallait juste éviter de cracher dans le plat du voisin, quoi. Exactement, un effort minimum. Mais au XVIe siècle, l'élite bourgeoise et royale a un besoin viscéral de se différencier du peuple. Et c'est là qu'Erasme publie son manuel La civilité puérile en 1530. Il commence à dicter des règles strictes sur les fluides. Faut bien se tenir, quoi. Voilà. Et quelques années plus tard, l'Italien Della Casa enfonce le clou dans son traité. Le crachat devient officiellement la marque du pecno, du non-civilisé. Et c'est là que le paradoxe est génial, je trouve. En interdisant au peuple de cracher, les puissants s'approprient le droit de le faire. S'affranchir de cette règle, ça devient la preuve ultime de ton pouvoir. Ah oui, le crachat des rois, c'est terrifiant historiquement. Mais grave! L'auteur parle du roi de Macédoine, Antigonos II. Ses crachats sanguinolents étaient décrits comme lumineux. Et en France, on a Louis XIII. Lui, il avait ce qu'on appelait le crachat vineux et désapprobateur. Tout un programme. Ah mais il s'abaissait même pas à argumenter avec un courtisan. Le mec lui plaisait pas,
bim, un jet de salive coloré au vin rouge, et c'était la disgrâce officielle. Des politiciens très chics comme Clémenceau ou Paul Déroulède utilisaient leur salive en plein débat à la Chambre des députés. Alors qu'est-ce que tout cela signifie, hein? Parce que, honnêtement, avant Internet, c'était carrément l'équivalent d'un tweet physique, ce truc, hein. Un tweet physique, c'est une bonne comparaison, oui. Bah oui, tu veux détruire un adversaire publiquement sans lui laisser le temps de répondre. Tu le cancelles pas sur les réseaux, tu le souilles physiquement. Le message est instantané et la trace reste sur son beau costume. Cela soulève une question importante en fait sur ce qui se passe quand les mots ne suffisent plus. Monestier a théorisé ça sous le nom de cracheur expressionniste. Que ce soit le roi sur son trône ou les prostituées du 19e siècle qui crachaient sur la police, c'est de l'émotion à l'état pur, du sens social brut. Et d'ailleurs, c'est tragiquement documenté de nos jours. L'ouvrage fait le pont avec Samira Bellil, qui a écrit sur les violences dans les banlieues. Elle explique super bien que recevoir un crachat au visage, c'est l'humiliation suprême. Bien pire que de prendre des coups. Parce que c'est un acte de déshumanisation absolue. Exactement. L'agresseur t'assigne publiquement la place de dominé, il s'approprie ton intégrité avec sa salive. Le poète Edward Bond disait d'ailleurs que c'est l'une des formes ultimes d'expression psychopoétique. Derrière la vulgarité, c'est un mouvement de l'âme ultra-violent, une rébellion silencieuse ou un dédain écrasant. Mais du coup, si ce geste portait une charge culturelle aussi monumentale, comment on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui? Parce que maintenant, l'interdit est universel. On se demande même plus ce que ça veut dire. On condamne direct. Et c'est pas grâce aux bonnes manières de la bourgeoisie, figurez-vous. C'est ça le truc dingue. La rupture a été hyper brutale et surtout purement scientifique. Eh oui, à la fin du 19e siècle, la révolution microbienne éclate. Pasteur, Koch y découvrent le monde invisible des microbes et on réalise avec horreur que les maladies ne sont pas des humeurs déséquilibrées mais des bactéries transmissibles. Et le taxi numéro 1 pour ces bactéries, bingo, c'est la salive. Ce fluide qu'on sacralisait devient du jour au lendemain le vecteur de la grippe, de la diphtérie et surtout de la tuberculose. Le fléau absolu de l'époque industrielle. Et les autorités n'ont pas fait semblant d'enquêter. L'auteur cite une étude des Annales d'hygiène publique qui est juste stupéfiante. Les médecins ont suivi en douce 3010 piétons dans les rues de Paris pendant 14 heures. Un vrai travail de filature sanitaire, ouais. Et les résultats restent, il peut niquer tout le monde. Ils ont compté 103 000 crachats. Ça fait une moyenne vertigineuse de 34 crachats par jour et par personne. C'est énorme. Faut imaginer ces rues pavées déjà pleines de fumée d'usine et de crottins de cheval recouvertes d'un vrai tapis de sécrétions humaines fraîches. La médecine a commencé à parler de bombes à retardement posées partout. Et du coup, l'État a dû réagir en modifiant carrément le mobilier urbain. On a mis des crachoirs partout. Au début, c'était juste des bacs avec du sable au sol. Mais un prof de l'Académie de médecine, le professeur Granchet, a pété un câble contre ce modèle. Avec des arguments scientifiquement imparables en plus. Bah oui, il a prouvé que la sueur séchait et qu'au moindre courant d'air, la poussière pleine de bacilles mortels remontait direct dans les poumons des gens. Donc il a forcé un changement radical. On a surélevé les crachoirs, on les a mis sur pied avec des liquides antiseptiques dedans. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant, parce que la médecine a carrément forcé la population à changer sa biomécanique. L'auteur dit, avec beaucoup d'humour, que ça a modifié la, je cite, balistique du molar. Ah bah oui, fini le jet en cloche, facile vers le sol, fallait viser précisément dans le trou du bac surélevé. Fallait un sniper de la salive aérée. Mais bon, plus l'hygiénisme médical essayait de contrôler les corps avec une rigueur militaire, plus une partie de la population s'est mise à résister. Effet boomerang classique. Et surtout chez les enfants qui échappent un peu à ces règes. Complètement. Malgré les affiches terrifiantes sur les microbes, le concours de crachat de distance a survécu dans toutes les cours de récréation du monde. C'est du mimétisme joyeux, le fameux « lama fâché, lama craché » du capitaine Haddock. Le geste est vidé de son horreur médicale. Et la culture populaire s'en empare même avec des compétitions. Les sports mutants. Il y a des comités hyper sérieux qui organisent des championnats internationaux de crachat de noyaux de cerise, avec des juges, des chronomètres et tout. On transforme un acte combattu par la médecine en épreuve sportive. C'est la victoire de l'absurde, mais ça montre que la pulsion est toujours là. Monestier s'amuse même à classifier la balistique urbaine moderne. Ah ouais, le crachat largué depuis un balcon, le crachat en ricochet sur un poteau. Et le plus triste, le crachat raté qui finit sur la chaussure du gars qui vient de cracher. La déchéance totale m'allie, tiens. Franchement, quand on prend du recul, c'est un voyage époustouflant. On part d'un fluide sacré qui contient l'âme et foudroie les scorpions. On passe par le salut fraternel en Afrique, l'arme de mépris des rois de France,
Et on finit par la terreur microbienne pour atterrir sur des championnats de noyaux de cerises. C'est ça qui est génial avec ce genre de recherche. Ça nous prouve que l'histoire de l'humanité ne s'écrit pas que dans les grands traités politiques, mais aussi dans l'évolution d'un micro-comportement qu'on jugeait banal ou répugnant. Et ça remet pas mal en question nos propres habitudes actuelles, n'est-ce pas, hein? La science a balayé le crachat en une génération. On se demande bien quel rituel d'aujourd'hui sera jugé barbare demain. Oh, il y en a forcément. Chaque époque se croit au sommet de l'hygiène. Je peux pas m'empêcher de penser aux fêtes d'anniversaire. C'est-à-dire? Tu réunis tes amis dans une pièce fermée, tu mets un grand gâteau au milieu, tout le monde chante. Et là, le fêté prend une inspiration immense, gonfle ses poumons à bloc et expulse de l'air de toutes ses forces sur la nourriture que tout le monde va manger juste après. Ah oui, d'un point de vue purement microbiologique, c'est une dispersion festive et massive d'aérosols et de flore buccale sur un élément nutritif commun. C'est terrifiant, dit comme ça. Imaginez les historiens ou les médecins dans 100 ans. Ils vont analyser les vidéos de nos anniversaires et se demander pourquoi on applaudissait quelqu'un qui vaporisait sa salive et la tapisserie de ses poumons sur le dessert. Ils nous regarderont avec le même effroi que nous quand on juge les 34 crachats parisiens du 19e siècle, c'est certain. L'histoire a décidément beaucoup d'humour. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée insolite et à très bientôt pour une nouvelle analyse.